Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette seconde vidéo du cours d'expat. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la régulation du trafic et je vous présenterai les principales solutions. Donc, avant de vraiment vous parler de ces stratégies de régulation qui peuvent être mises en place par les villes ou les différents exploitants de réseaux de transport, j'aimerais aborder en préambule la notion d'optimum. D'accord? Donc, on a l'habitude de différencier deux optimums ou optima. Je vous avoue que mon latin n'est pas parfait. D'une part, l'optimum individuel. Donc, l'optimum individuel, ça va être le fait qu'un individu fait le meilleur choix pour lui-même sans prendre en compte les autres. D'accord? Donc c'est une réaction et une façon de faire qui est absolument naturelle, intrinsèque un peu à la, à la condition humaine. Lorsqu'on a un choix à faire, on est des êtres à peu près rationnels, pas toujours, mais la plupart du temps. Et donc on va faire le choix qui est le meilleur pour nous-mêmes sans se coordonner avec les autres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de transport? Ça veut dire que bien souvent, le meilleur choix, ça va être pour nous le plus court chemin. Lorsqu'on doit aller d'un point A à un point B, on va choisir l'itinéraire le plus rapide. Alors, on en a déjà parlé dans la capsule vidéo précédente. La notion de facilité, d'efficacité, souvent est très liée à la notion de temps de parcours. Après, il y a d'autres caractéristiques comportementales qui peuvent rentrer en ligne de mire, mais en tout cas, on va dire en première approximation, on va choisir le chemin le plus rapide. Donc la notion de choix individuel, c'est face à moi, je fais le choix le plus rationnel et donc celui qui est le mieux pour ma personne. Si on va à une échelle un petit peu plus locale, bah, ça veut dire par exemple d'essayer de changer de fil dès que possible quand on roule sur autoroute. Je suis sur la voie de droite, je vois que la voie de gauche roule plus rapidement, eh bien je me déborde. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi, par exemple, que je vais avoir une tendance à bloquer les intersections, hein, c'est l'image qui est ici. Le feu est vert pour moi, pourtant je vois que c'est bloqué en aval, eh bien je franchis quand même l'intersection, puis après je bloque l'autre mouvement, etc. Voilà, c'est un sujet qui mérite un petit peu le poil, la notion des blocages des intersections, c'est sanctionné dans le code de la route. En tout cas, cela illustre de manière un peu caricaturale que la notion d'optimum individuel, c'est je fais le meilleur choix pour ma personne, sans me coordonner avec les autres. Une fois de plus, c'est absolument naturel. Bien souvent, cette notion d'optimum individuel s'oppose, ou en tout cas n'est pas la somme des optima individuels, ne conduit pas à ce qu'on appelle l'optimum collectif. L'optimum collectif, ça veut dire que la personne, la collectivité, l'exploitant qui est en charge d'exploiter le réseau, eh bien lui, ce qui l'intéresse, c'est que globalement, ça fonctionne du mieux possible. L'intérêt, c'est pas de savoir que Madame Michu ou Monsieur Machin eh bien réussi à faire ou à pouvoir obtenir son temps de parcours le plus proche. Si par exemple il faut que Madame Machin et Monsieur Michu aient un temps de parcours un petit peu plus élevé pour que globalement le système fonctionne mieux, ben, le gestionnaire va plutôt essayer de viser cet optimum collectif. Donc ça veut dire que pour passer d'un optimum individuel à un optimum collectif, bien souvent, il va falloir que le gestionnaire sacrifie certains individus pour augmenter le fonctionnement global du système. Alors sacrifier, ça ne veut pas dire qu'on va tuer ou je ne sais quoi des individus, mais plutôt ça veut dire que une frange, une partie des individus ne vont pas pouvoir réaliser leur optimum individuel afin que le collectif fonctionne d'une meilleure façon. Voilà, donc on a une opposition, ou en tout cas une non-cohérence entre l'optimum individuel et l'optimum collectif. Et une fois qu'on a ça en tête, ça permet d'essayer de comprendre un petit peu les, ouais, la façon dont fonctionnent les stratégies de régulation du trafic. Donc pour l'instant, régulation du trafic, j'imagine que cela ne signifie pas grand-chose pour vous. Donc je vais vous présenter là dans cette vidéo quelques solutions, quelques exemples de méthodes de régulation du trafic. C'est absolument pas exhaustif, hein, mais c'est pour que vous voyez, vous ayez en tête ce qu'on peut mettre en place. La première dont j'aimerais parler, c'est la régulation des vitesses. La régulation des vitesses, en particulier sur autoroute. Donc, quel est l'objectif et le principe de fonctionnement de la régulation des vitesses? Peut-être vous avez déjà rencontré ça, je pense en particulier à l'A7, lorsqu'on on va vers le sud de la France. Eh bien, on va baisser la vitesse
pour prévenir la création des bouchons. C'est-à-dire que la vitesse autorisée ne va plus être de 130 km/h, mais on va la baisser à 110, 90. L'enjeu derrière, c'est que en réduisant cette vitesse, on va retarder l'instant d'apparition des bouchons. Alors, quel est le principe derrière? Le principe, c'est en fait qu'on va essayer d'homogénéiser les vitesses moyennes par voie, puisque si on revient à ces histoires de changement de fil, moi, si je pars de ma voie de droite pour aller ma voie gauche, c'est que je juge que ma voie n'est pas assez rapide, donc je suis plutôt un véhicule rapide sur une voie lente, mais lorsque j'arrive sur la voie rapide, eh bien, je suis un véhicule lent, puisque je n'ai pas encore la vitesse de ma voie cible, et finalement, je peux ralentir ou je risque de ralentir le flux de voitures qui est derrière moi. Et finalement, cette somme un petit peu de ralentissement, eh bien, crée quand même une baisse de la capacité et donc, eh bien, accélère ou conduit à une apparition des bouchons un peu en avance. Donc, l'enjeu de la régulation des vitesses, ça va être d'homogénéiser les voies par voie et de limiter ces phénomènes de changement de voie et donc du coup de limiter ces petites pertes de capacité et donc de retarder l'apparition des bouchons. En quoi on passe d'un optimum individuel à un optimum collectif? Eh bien tout simplement parce qu'un véhicule qui était rapide, qui aimait rouler à 130, 140 km/h, ne peut plus le faire puisqu'il va devoir rouler à 110, 90. Et donc du coup, on voit bien que les optimums individuels ne sont plus atteignables. Pour quel objectif? Pour que collectivement on retarde l'apparition des bouchons, donc on ait moins de bouchons, moins importants, moins intenses, et donc que le système fonctionne mieux dans sa globalité. Donc voilà, ça c'est un premier exemple, la régulation des vitesses. Second exemple que je vais mettre en lumière dans ce cours, c'est la régulation d'accès, accès à une infrastructure ou accès à une zone particulière. Je vais commencer par l'infrastructure parce que c'est le plus simple pour vous expliquer un peu l'idée. Alors, la régulation d'infrastructure, d'accès à une infrastructure, j'ai pris ici, alors vous en avez, je pense, plein YouTube, des images de régulation d'accès à une infrastructure. Moi, j'ai pris un vieux flyer là, qui avait été voilà, diffusé en région parisienne, à l'époque où on envisageait un peu de régulation de trafic sur les autoroutes d'Île-de-France, avec ce slogan, 1 minute patientée, 10 minutes de gagné, et puis un peu comme les régimes miracles, on prévoit des baisses de temps de parcours, de la fluidité, du bouchon, le retour de l'être aimé et la réussite aux examens. Voilà, bon, c'est pas si miraculeux que ça, mais le principe est assez quand même intéressant. Alors, quel est le principe? Donc l'idée, ça va être de réguler l'accès aux autoroutes, à un périphérique, voilà, une infrastructure un peu majeure à plusieurs voies. Donc le trafic sans régulation, eh bien, lorsqu'on a une voie d'insertion comme celle-là, au niveau d'une entrée sur notre infrastructure, eh bien, les gens qui se présentent sur cette voie d'insertion peuvent s'insérer à n'importe quel moment, du moment qu'il y a un peu de place sur notre voie. Si on reprend un peu ça de manière voilà, qu'on dézoome, on voit qu'on se retrouve en fait sur un goulot d'étranglement, puisque sommairement, si je veux caricaturer, j'ai 3 voies déjà sur mon infrastructure principale, une voie sur ma voie d'insertion qui arrive en aval sur 3 voies, donc 4 pour 3, eh bien on voit bien que c'est un phénomène de goulot d'étranglement quand la demande va être élevée. Donc il y a des chances que ces voies d'insertion soient ce qu'on appelle des têtes de bouchon et génèrent une congestion qui va, comme on l'a vu dans la capsule précédente, remonter de l'aval vers l'amont. Le trafic va dans ce sens-là. D'accord? Donc ça, c'est ce qui se passe sans régulation. Cependant, on a remarqué dans les données de trafic que le trafic, il y avait quand même un petit peu, n'était pas un fluide complètement homogène. Ça peut être très dense, un petit peu moins dense, voire une poche de fluide, puis de nouveau très dense, etc. Donc l'idée de la régulation d'accès, qu'on voit ici, ça va être de déployer un feu tricolore sur la voie d'insertion, et puis finalement, avec une espèce de boucle de contrôle et des capteurs, de vérifier les conditions de trafic là pour savoir si effectivement il y a de la place pour faire entrer des véhicules. D'accord? Donc on va mettre un feu rouge si la situation est trop dense, et puis quand on récupère un petit peu de fluidité, eh bien on va faire rentrer quelques véhicules, on peut presque faire du goutte à goutte, afin comme ça de ne laisser rentrer les véhicules que quand il y a de la place. D'accord? Donc là on est sur ce phénomène de régulation d'accès à une infrastructure. Alors, où est la notion d'optimum individuel, optimum collectif? Vous l'aurez compris, les gens sur la voie d'insertion qui avant
pouvaient rentrer sur l'infrastructure quand bon leur semblait, bah maintenant peuvent être potentiellement ralentis par un feu rouge. D'accord? Donc eux, là, bah, c'est fini pour leur optimum individuel, mais l'idée c'est que globalement ça se passe mieux. Donc voilà, ça c'est une méthode de régulation de trafic. Alors il faut garder aussi en tête que quand on fait de l'exploitation, c'est qu'on a un objectif derrière. Donc là, l'objectif, c'est de garantir ou en tout cas de privilégier la fluidité de notre infrastructure routière, puisque le risque qu'on peut avoir, c'est finalement la remontée de bouchons sur mon réseau secondaire. D'accord? On aurait pu faire un choix tout autre en disant, bah, moi finalement, je préfère que tous mes bouchons soient sur mon infrastructure routière, en donnant par exemple une priorité absolue à la voie d'insertion. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des choix de régulation du trafic et de savoir qui on va avantager et qui on va pénaliser. Donc ça, c'est le principe de la régulation d'accès à une infrastructure. On peut faire la même chose et c'est des méthodes qui sont en train de se mettre en place pour réguler l'accès à une zone entière. Donc il faut imaginer là qu'on n'a plus une autoroute, mais qu'on a une partie de la ville, admettons par exemple la presqu'île de Lyon, voilà, et qu'on veut contrôler le nombre de véhicules présents dans cette zone du centre, d'accord? Parce qu'en fait le nombre de véhicules présents dans la zone, eh bien c'est lié un peu de manière directe à la vitesse moyenne et aux conditions de trafic qu'on va retrouver dans notre zone. Donc imaginons qu'on veut préserver notre zone, donc on va essayer vraiment de contrôler le nombre de véhicules qui peuvent accéder à cette zone. Et donc la presqu'île de Lyon, ça tombe bien, on a un certain nombre de ponts, et donc on pourrait imaginer contrôler les feux sur chacun des ponts, et avec des boucles avec des moyens de comptage, vérifier ce qui rentre et ce qui sort, afin de contrôler le nombre de véhicules qui sont présents dans la zone et garantir des conditions de trafic la cible, enfin, essayer d'atteindre les conditions de trafic qu'on s'est fixées en termes de régulation. Donc vraiment le même principe que la régulation d'accès à une infrastructure, on peut imaginer faire ça sur une zone. Et voilà, et ça c'est un peu voilà ce qu'il y a dans l'air du temps ou novateur. Alors ça peut se faire de manière extrêmement dynamique avec des feux de circulation, mais en fait, il y a d'autres leviers. Hein. Par exemple, le fait de donner accès uniquement aux véhicules les moins sales, hein, critère 0, 1, 2, le fait de bannir les diesels du centre-ville, le fait aussi de réguler le nombre de places de stationnement, etc. C'est des moyens d'action indirects, un peu moins, en tout cas moins directs que des feux de circulation, pour contrôler l'accès à une zone et contrôler le nombre de véhicules présents dans une zone de notre ville. Voilà. Donc ça, c'est la régulation de trafic, la régulation d'accès à une infrastructure ou à une zone. Il y a aussi toutes les stratégies de reroutage, ça peut-être vous les connaissez un peu mieux, alors ça peut être des choses très basiques comme des itinéraires bis, donc là on est vraiment juste sur de l'incitation. Il y a aussi des panneaux à messages variables qui permettent d'indiquer différents chemins pour aller d'un point A à un point B. Si par exemple vous arrivez du sud de Lyon pour aller vers le nord, eh bien en fonction des conditions de trafic, on va vous dire c'est par le tunnel de Fourvière, c'est par le périphérique, c'est par le contournement, je sais plus comment il s'appelle, à 435, j'ai un peu du mal moi avec les numéros des infrastructures, mais voilà, en fonction des conditions de trafic, on va vous inciter et à vous rerouter pour essayer d'anticiper sur la congestion. Donc là, il n'y a rien de coercitif, c'est vraiment de l'incitatif, mais c'est des stratégies de reroutage. Stratégies de reroutage qui sont quand même relativement mises à mal par les outils modernes de guidage, hein, les GPS embarqués comme Waze, comme d'autres, puisque ces outils n'ont pour objectif que de vous donner votre optimum individuel. D'accord? Vous êtes des clients et donc on va vous fournir le chemin le plus rapide pour vous rendre à destination. Et ça met beaucoup à mal toute cette exploitation du trafic, puisque finalement les questions de gestion du trafic ne sont plus dans les mains du public qui vise, ou en tout cas qui a pour objectif de viser quand même le fonctionnement de l'optimum collectif, mais dans les mains voilà, de services à l'individu où on vise l'optimum individuel. Et donc ça, c'est une vraie question actuelle voilà, comment intégrer ces outils-là dans une vision collective de la gestion de la mobilité. Alors on pourrait en parler des heures, hein, il y a plein d'articles de presse ou d'articles scientifiques sur ce sujet-là, mais je vais en rester là pour cette capsule vidéo. Ensuite, j'aimerais mentionner les stratégies de gestion du trafic qui reposent sur la gestion de la voirie, d'accord, qui reposent sur en fait la modification de l'offre pour adapter le fonctionnement de notre réseau de transport. Donc je vais citer ici deux cas, l'utilisation de la BAU pour bande d'arrêt d'urgence, et puis les questions de couloir de bus.
Alors, la gestion de la voirie, ça passe aussi par les notions de voie réversible. Donc, voie réversible, vous avez ici deux exemples. On fait souvent ça d'ailleurs sur les ponts ou les tunnels, pont de Carranza, pont de Saint-Nazaire. Et le principe, en fait, ça va être de changer le sens d'une voie de circulation entre, par exemple, le matin et le soir. D'accord? Donc ici, vous avez un portique avec deux flèches rouges, une flèche verte. Ça veut dire que les deux voies les plus à gauche, elles peuvent être parcourues dans le sens qui vient vers moi. La voie verte, elle va uniquement dans le sens qui part de ma petite personne. Et donc ça, par exemple, c'est le matin. Et le soir, en fait, la croix rouge du milieu va se transformer en flèche verte. Et donc du coup, on aura deux voies dans l'autre sens et une seule dans le sens opposé. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle les voies réversibles. Et donc on va modifier la voirie pour s'adapter à la demande. Utilisation de la BAU, donc j'en parlais avant, bande d'arrêt d'urgence. Et donc là, l'idée, en fait, ça va être d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour augmenter, pour donner une voie supplémentaire. C'est ce qui avait été fait sur la 4 A86 pendant les heures de pointe. Alors ça, bon, je suis quand même un peu moins fan, parce que ça revient quand même à augmenter à chaque fois la capacité pour les voitures. Et donc, on sait d'expérience quand même que c'est pas parce qu'on rajoute une voie de circulation qu'on supprime les bouchons. Au contraire, en fait, on se retrouve avec tout autant de véhicules en congestion, enfin même plus, mais uniquement stockés sur plus de voies. Donc ça, je suis pas un grand fan. Et puis la BAU, comme son nom l'indique, elle a quand même un rôle à jouer, c'est pour les arrêts d'urgence. Et donc il y a des petites questions sécuritaires là-dessus, mais néanmoins, voilà, ça fait partie des techniques d'exploitation que d'utiliser la borne d'arrêt d'urgence comme voie supplémentaire aux heures de pointe, aux périodes de pointe. Ensuite, vous avez tout ce qui est voie de covoiturage ou voie payante, HOV et HOT lanes. Donc ça fait déjà bien 10-15 ans au moins que ça existe aux États-Unis. Le principe, c'est si vous êtes deux ou plus dans votre véhicule, vous pouvez utiliser cette voie de circulation, alors que ceux qui sont tout seuls dans leur gros SUV, eh bien, restent bloqués dans les bouchons. Alors les Américains, ils sont encore plus pragmatiques, hein, ils disent bon bah ça peut être les gens qui sont deux ou les gens qui payent pour HOT. Voilà. Et donc ça, les voies de covoiturage, ça revient vraiment en force en France, en particulier via avec la loi d'orientation des mobilités qui donne vraiment la possibilité de tester et d'expérimenter ces voies de covoiturage. Vous avez un bel exemple à Grenoble, vous avez un très bon exemple aussi à Lyon avec la M6, M7, où voilà, on a pris une voie de circulation, la voie de gauche, et on l'a réservée aux véhicules qui sont deux ou plus. Donc l'enjeu de cette stratégie d'exploitation du trafic, c'est à la fois de garantir un temps de parcours fluide et fiable pour les gens qui covoiturent. Donc ça, c'est vraiment un enjeu quotidien d'exploitation. Mais il y a aussi un enjeu à long terme, puisque l'idée, c'est que quand vous êtes autosoliste bloqué dans vos bouchons, eh bien, vous vous dites sur le long terme, bon, quand même, j'aimerais bien avancer un peu plus vite. Peut-être, ça serait utile de partager une tonne de voitures avec une seconde personne, au moins, pour voilà, bénéficier de la voie de covoiturage. Donc il y a un peu ce double effet qui se coule, où on va gérer le quotidien pour l'exploitation et induire un changement de comportement sur le long terme. Ce qui est important aussi de garder en tête là-dedans, c'est qu'au début, aux États-Unis, ils ont de la place, ils ont fait des voies supplémentaires, ils ont construit des voies en plus pour faire des voies de covoiturage. D'accord? Bon, bah ça, c'est pas forcément très malin puisqu'on garde autant de place pour les autosolistes. Et donc, au pire, on va mettre plus de gens, enfin, on va transposer plus de gens, mais si on enlève des voitures ici pour les mettre là, en donnant une voie supplémentaire, bah, on va un peu fluidifier, donc on va faire un appel d'air. Donc, les voies de covoiturage par construction d'une nouvelle voie de circulation, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus opportun. En revanche, prendre une voie au trafic général pour la donner aux véhicules à occupation multiple, ça c'est une bonne idée. Alors après, tout l'enjeu d'exploitation, c'est quand même d'équilibrer un peu, de s'assurer que pour les autosolistes, on n'ait pas des remontées de congestion qui viennent paralyser tout le système. Voilà, il y a un sujet extrêmement intéressant sur les voies de covoiturage. Les voies de bus réversibles, voilà, ça va dans les voies réversibles. Les couloirs de bus que vous connaissez, ils peuvent changer de sens entre le matin et le soir. J'en parle parce qu'on a un bel exemple à Lyon avec la montée des soldats. Voie spéciale partagée, pareil, c'est un peu le même esprit. On va utiliser la bande d'arrêt d'urgence et puis on va l'utiliser aussi pour faire passer les bus à certains moments. Ça, c'était un dispositif qui était en place à Grenoble. Il y a des exemples aux Pays-Bas. Voilà, donc ça, c'est intéressant. On n'est pas sur uniquement augmenter la voirie pour les véhicules particuliers. On est utilisé voilà cet espace supplémentaire pour des modes dédiés. Et puis après,
on arrive sur des choses qui sont un petit peu plus, encore un petit peu plus dynamiques. Tout ce qui est voie de bus temporaire, d'accord? Les couloirs de bus, c'est bien, etc. Mais il y a des moments où, en termes d'acceptabilité, c'est pas super. Donc, on va essayer de faire des choses qui sont entre les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a que pour une partie de la journée, on va se retrouver avec une voie de bus. Alors, vous voyez que la partie de la journée est quand même assez importante ici, puisque c'est 7h30, 20h. Voilà, mais le soir, bah, ça peut être du stationnement, une voie de circulation, ça dépend. Donc ça, c'est les voies de bus temporaires. C'est un exemple à Londres, là. Et vous avez la même chose à Melbourne avec un tramway. Donc vous voyez que nos collègues à l'étranger, ils s'embêtent un peu moins avec la signalisation, hein. C'est des panneaux comme ça et on estime que tout le monde a compris. Nous, en France, on aurait peut-être un peu plus de précaution sur les messages, mais au final, hein, ils comprennent très bien et puis ça se passe plutôt pas mal. Donc ça, c'est voie de bus temporaire. Et puis, je voulais quand même mentionner une petite innovation lyonnaise qui sont les couloirs de bus intermittents. Donc, vous pouvez aller voir les vidéos sur YouTube, il y en a plein. L'idée, c'est vraiment comme les voies de bus temporaires, mais encore en plus dynamique, c'est-à-dire qu'on va réserver une voie de circulation pour le bus uniquement quand il est réellement présent. Donc, on va le détecter. Quand on le détecte, eh bien, à l'aide de plots, de plots lumineux, etc., on lui réserve une voie de circulation. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les couloirs de bus intermittents. Et puis on avait un bel exemple à Lyon qui avait été testé avenue La Cassagne et qui était voilà, qui était un peu presque une première mondiale. Donc vous pouvez aller voir les vidéos sur YouTube. Voilà, donc en conclusion, beaucoup d'initiatives, hein, beaucoup d'initiatives. Ma liste est absolument pas exhaustive. Et puis bah, pendant longtemps, l'objectif principal, c'était de fluidifier la circulation routière. Ça a vraiment été ça, hein, pendant très longtemps. Supprimer les bouchons. Voilà, un réseau qui fonctionne, c'est un réseau sans bouchons. Désormais, on a un peu changé hein, par rapport à ça. L'objectif, c'est vraiment de redonner de la place aux autres modes, parce que voilà, la ville, c'est pas fait que pour se déplacer, c'est aussi fait pour vivre, et puis il y a plein d'autres modes que la voiture particulière. Et puis, pour donner une chance aux autres modes d'être utilisés, il faut en fait contrôler la congestion, mais sans forcément la faire disparaître. Je m'explique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous on va choisir le mode de transport le plus rapide et la voiture, elle part avec tellement d'avance, d'accord? On peut partir quand on veut, bon, on n'arrive pas quand on veut. On peut mettre la musique qu'on veut, voyager avec qui on veut, avoir chaud, froid, ce qu'on veut, voilà, passer par où on veut. Et puis en plus, on a fait beaucoup de place. Donc elle part avec un avantage qui est considérable. Donc si on veut avoir une chance que les autres modes soient utilisés, eh bien cette voiture, il faut d'une certaine manière la ralentir. Et qu'est-ce qui ralentit bien la voiture? C'est la congestion. Donc maintenant, l'objectif, c'est vraiment de redonner de la place aux autres modes, d'avoir des niveaux de congestion qui soient acceptables, ça veut dire avoir moins de place pour les voitures, donc peut-être avoir les mêmes niveaux, mais au lieu d'avoir des files d'attente sur 3 voies, les avoir que sur une. Donc on aura quand même réduit le nombre de voitures, mais on aura toujours quand même des temps de parcours qui restent élevés, parce que c'est nécessaire pour que les autres modes aient une chance, parce qu'au final, un réseau de transport, doit déplacer des gens et non des véhicules. Et là, je suis peut-être en train de dire un peu une banalité, mais je vous assure que pendant longtemps, on a beaucoup pensé véhicules. Toutes les métriques qu'on développait, c'était tout le temps, et vous le verrez même dans le cadre de ce cours, on parle souvent de véhicules par mètre, véhicules par seconde, etc., et rarement de passagers. Mais tout ça est un peu en train d'être redistribué pour voilà, faire de la mobilité vraiment déplacement des usagers et non uniquement des véhicules. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve très vite pour une prochaine présentation. À bientôt!